Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais terminer en ce qui a trait à la structure fondamentale proprement dite de la lettre d'opinion en intégrant un deuxième argument, parce que la lettre d'opinion, c'est un texte de 500 mots dans lequel on doit avoir au minimum deux arguments. J'avais dit trois tout au plus parce que ce n'est pas non plus une thèse de doctorat, mais au minimum, on doit avoir deux arguments, donc deux parce que à la réponse qu'on donne à la question controversée. Donc, si je récapitule vite fait ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, l'examen ministériel, c'est une lettre d'opinion, donc un texte argumentatif. Donc, on doit donner des arguments pour démontrer que notre opinion est véridique et on doit aussi appuyer nos arguments sur des preuves scientifiques qu'on dit véridiques, bon, donc elles sont vraies, valables, donc basées sur des scientifiques, par exemple des experts, ou aussi des études qui ont été faites, donc on pourrait avoir des statistiques, et vérifiables, donc on doit donner la référence dans laquelle on l'a trouvé, donc un journal reconnu, etc. Donc ça, c'est pour la lettre d'opinion. Et si on se rappelle bien, j'avais présenté la structure, hein, j'avais un sujet amené, moi c'était avec l'agriculture, donc je me basais sur un fait historique, à savoir la sédentarisation a amené l'agriculture, qui plus tard, en seulement 100 ans, va devenir une industrie et donc va créer les problèmes qu'on a aujourd'hui, qui font en sorte que dans le texte que j'ai écrit, je considère que nous ne sommes pas capables d'affronter les problèmes justement que rencontre l'agriculture. Et j'avais décortiqué grâce à ce tableau. J'avais dit aussi que le texte argumentatif et ultimement plus tard l'analyse littéraire est toujours composé de quatre parties fondamentales qu'on peut parfois interchanger, notamment pour la preuve et l'explication de la preuve. Mais à tout le moins, on commence en donnant notre raison, l'énoncé de l'argument. On doit se baser sur des preuves avérées, vérifiables, hein, et valables, donc la preuve scientifique. On doit s'expliquer et cette explication-là vient finalement élaborer la position qu'on a donnée et on finit avec une conclusion partielle. Donc, j'avais écrit un texte et j'avais dit que j'avais qu'une moitié de texte. Il manquait un argument. Alors, si je me base maintenant seulement si je fais un retour avec l'introduction et le deuxième argument, donc j'avais dit ceci, qu'avec la sédentarisation, l'humain cesse de courir après sa nourriture. Donc, il cesse la cueillette et il commence à pratiquer l'agriculture. Il prend ainsi le contrôle de nombreux écosystèmes pour combler tous ses besoins vitaux. Pendant des millénaires, l'humain respectera les rythmes de la Terre. Seulement, depuis l'ère industrielle, tout va de travers. Donc, mon sujet amené, qui ramène un fait historique, se base vraiment qu'en 100 ans, c'est finalement l'humain qui a créé tout le bordel dans lequel on se trouve, qui fait en sorte que notre agriculture elle-même a des problèmes, qui fait en sorte que nous aussi, hein, finalement, on a des problèmes. Donc, tout le long, le jaune, il va revenir. Il va revenir dans ma conclusion partielle du premier argument, comme j'ai montré. Il va revenir dans ma conclusion partielle du deuxième argument aussi. Et finalement, il va finir dans mon ouverture où je vais quasiment faire un appel aux ancêtres. Pourquoi hein, on ne respecte pas la terre en jachère? Pourquoi on ne la met pas en jachère comme nos ancêtres savaient le faire? Donc, la question, c'était, c'est pourquoi une question s'impose, pouvons-nous affronter les nombreux défis? Donc, moi, je dis non, parce qu'on a perdu le contrôle, on ne peut plus rien faire. Dans un premier temps, j'ai parlé des changements climatiques, on se souvient, et je me suis basée finalement, en bout de ligne, sur une experte, à savoir une propriétaire d'un vignoble ici à Québec, qui, dans un temps donné, a perdu presque 40 du moins, elle s'en attend. Donc, dans un deuxième temps, quel serait mon deuxième argument? J'avais déjà un peu hein, effleuré l'idée en disant qu'il faudrait parler de 2050. Parce que si on dit qu'on a des problèmes avec les changements climatiques, il y a aussi un genre de tic-tac, selon les experts, qui devient finalement l'argument ultime. Pourquoi? Ben, parce que généralement, en argument, on disait tout le temps, il faut avoir deux arguments forts. Donc, c'est sûr que les changements climatiques, c'est un argument fort, d'autant plus que je ne l'ai pas mentionné dans la vidéo précédente, mais c'était le sujet du dernier examen 2019. Hein, vous vous souvenez, là, je l'avais montré dans le document, les changements climatiques. Donc, que ça devienne une des raisons qui engendre les problèmes en agriculture. Donc, c'est sûr que c'est un argument de taille. Et il faut terminer avec un argument de taille, mais et pourquoi pas un argument encore plus de taille que celui qu'on vient d'émettre. Alors, voici une des stratégies, quand on arrive dans le deuxième argument, c'est finalement de ramener l'idée de l'argument précédemment et comme pour faire justement
une emphase de « Ah, c'est encore plus… » Ben, parce que moi, je suis dans la négation. Donc, regardez comment c'est encore plus compliqué, plus on avance avec nos raisons. Donc, ensuite, si nous devons admettre notre impuissance devant les forces de la nature, donc j'ai reformulé autrement mon premier argument, hein, c'est que nous ne sommes pas capables de changer ce qui se passe parce que on subit les changements climatiques. Nous devons aussi, donc un ajout ici, reconnaître que nous avons épuisé la Terre dans sa capacité même à se régénérer, ce qui fait en sorte que nous ne devrions plus la cultiver. Donc là, l'idée est encore pire, c'est que non seulement on peut rien faire, mais même on devrait carrément arrêter de cultiver la Terre. Donc ça, c'est pour ça que ici j'ai souligné parce que c'est le premier argument. Et je le rappelle en le mettant sous condition. Et donc, je renchéris ma thèse hein, en ajoutant un deuxième argument qui, lui, finalement, renchérit, je viens de le dire, mais renchérit ma thèse, donc en ajoutant un argument qui est encore plus grave selon la façon que c'est formulé ici. Et là, je le précise comme ça, en fait, plus précisément, on parle ici du jour de dépassement de la Terre. Donc, dans mon deuxième argument, au lieu de faire comme j'avais fait pour le premier, à savoir contextualiser un peu, ensuite donner une preuve qui était repérable dans le temps et quantifiable également, donc 40% le 21 mai dernier, pour finalement ajouter une expert qui renchérit ce qu'on disait là. Donc ici, j'ai choisi de faire autrement. Parce que une des façons pour avoir plus de points dans la lettre d'opinion au regard de l'examen ministériel, c'est d'élaborer, de diversifier sa manière d'écrire. Hein, de pas toujours, même si on a les 4 hein, cases, l'énoncé, la preuve, l'explication, on n'est pas obligé toujours de le faire exactement de la même façon. Donc moi, dans ce deuxième argument-là, ce que j'ai choisi de faire, j'ai choisi tout de suite de parler de l'aspect théorique, et que je vais un peu remettre dans mes mots ici. Donc, mise en contexte par une définition reformulée. Donc, je commence par une question rhétorique, mais qu'est-ce que c'est, me demandera-t-on? Et là, je le reformule, la définition du jour de dépassement de la Terre. C'est que depuis 1970, nous consommons chaque année un peu plus que ce que la Terre peut produire, en termes de ressources naturelles, donc en ce qui a trait à l'agriculture en tout premier lieu. Par exemple, en 2015, on avait consommé 1,6 planète Terre, donc en juin. Tandis qu'on prévoit qu'en 2050, donc là, je fais le lien avec ce que j'avais voulu, ce que j'avais effleuré dans la vidéo précédente, dès le jour de l'an, donc on n'aura même pas fini la journée, nous aurons consommé nous en aurons consommé 2, parce que je mets de l'emphase, de notre belle bleue. Donc, on voit encore que j'aime bien rimer et ça met l'accent sur que finalement, comme je viens de dire, on n'aura même pas fini la journée qu'on va avoir mangé 2 planètes. Dans ces circonstances, donc là, c'est mon explication de la preuve. Dans ces circonstances, c'est comme si on demandait à la Terre, donc je fais une comparaison, de travailler jusqu'à rendre l'âme, 3 petits points, l'effet de suspense, comme dans ces camps de travail qu'ont connus certains peuples opprimés. Donc, ma comparaison, hein, comment je dirais ça, un double effet, c'est que c'est une comparaison, donc c'est une figure de style, mais qui se base sur un fait, encore une fois, historique, à savoir les camps de travail dans lesquels, comme les Juifs ou encore les goulags, dans lesquels les gens mouraient à force de travailler parce que c'était ça un peu le but, là, c'était un peu l'usine de la mort, entre guillemets. D'ailleurs, cette appellation-là d'usine de la mort, je vais l'avoir étudiée. Il y a un professeur à l'université qui va l'avoir utilisée et c'est la raison pour laquelle je m'en sers ici, toujours en lien, on se rappelle, avec mon fait historique de l'ère industrielle, parce que le prof, c'était ça qu'il avait dit. Il avait dit on espérait beaucoup le progrès, l'industrie, etc. Mais quand on va arriver avec ce qu'on va connaître à la Deuxième Guerre mondiale, ils vont appeler ça carrément l'industrie de la mort. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, l'être humain va devenir complètement désenchanté du progrès. Donc, d'un point de vue, là, je m'explique par rapport à ça, mais c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce lien ici, jaune, et qui revient comme constamment dans mon propos. Alors, comme pour ces peuples, le triste sort à ce rythme, c'est la mort, encore une fois un rime, de notre terre-mère. Donc, j'aurais même pu rajouter ici, donc, de notre garde-manger. Oui, parce que souvent, les élèves, malheureusement, ils oublient de ramener le sujet. Donc, une simple façon de le ramener, pour ne pas rester comme dans le principe de l'écologie, si on veut ici les problèmes écologiques. Donc, nous, notre sujet, c'est l'agriculture via, oui, l'écosystème, mais il faut le ramener de temps en temps. Donc, ça, ce serait une bonne façon là, avec l'idée du garde-manger.
Et là, conclusion partielle, dans laquelle je vais encore une fois ramener mon sujet à venir, qui est l'idée de c'est de notre faute de ce qui se passe depuis seulement 100 ans. Bref, constatez-vous comme moi, donc nous, dans la lettre d'opinion, il est recommandé, suggéré peut-être, devrais-je plutôt dire, des fois de faire des appels aux lecteurs et de s'ancrer de façon personnelle dans le texte, ce qui donne aussi de la personnalisation, parce que ce qu'on veut, c'est une lettre d'opinion. Donc, c'est une position personnelle. Constatez-vous, donc, on fait un appel au lecteur, bref, constatez-vous comme moi que nous ne pouvons rien changer à la situation dramatique qui, malheureusement, rappelle au sujet amené, résulte de nos actions industrielles, point d'interrogation, parce que je pose la question, je fais une interpellation. Et là, si j'arrive dans ma conclusion finale, comme vous le voyez, parce que des fois, j'ai eu des élèves qui disaient, oui, madame, si j'écris juste un argument, gna, 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 ça ne me fait pas écrire la lettre tout au complet. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, une fois qu'on a chopé l'idée de la recette, on n'a pas vraiment besoin d'écrire toujours un texte de 500 mots quand on se pratique à l'école, en vue de l'examen. Premièrement, j'avoue honnêtement que ça enlève la correction au professeur, mais deuxièmement, ça t'enlève une charge de travail à toi aussi qui n'a pas que le cours de français. Et ultimement, ce que ça fait, c'est que quand on prend la conclusion précédemment, quand je n'avais qu'un argument, la conclusion, elle est pareille, sauf que j'ai ajouté ce qu'on voit ici en gris, qui est finalement le lien avec mon deuxième argument. Donc, ultimement, ce que je suis en train de te montrer, juste d'un point de vue visuel, d'un point de vue coloré, ça ne change rien d'écrire un ou deux arguments. Parce que la recette, elle est pareille. Quand on regarde la structure, la recette est pareille. J'ai émis mon énoncé, j'ai mis ma preuve, j'ai expliqué dans mes mots, puis j'ai fini une conclusion partielle. C'est exactement la même chose que j'ai fait ici, sauf que ma preuve ici, j'en ai pris une différente. J'ai pris plutôt une définition d'un fait scientifique. OK? Donc, et en bout de ligne, mon introduction, elle n'a pas changé. J'ai la même, je l'ai lue, elle est pareille. Et ma conclusion ne change presque pas parce que je n'ai qu'à rajouter, dans le fond, ce qui concerne le deuxième argument. Alors, voici ce que ça donne quand je le lis. En conclusion, si nous ne pouvons pas relever les défis qui accablent le monde agricole, c'est bien parce que nous ne pouvons rien faire devant les changements climatiques, mais aussi devant notre terre qui ne peut plus produire selon le rythme qu'on lui demande. Les seules solutions envisageables, allumer des feux, arroser, culture en serre, parce que là, la culture en serre, on sous-entend que si la terre ne produit plus, on pourrait le faire dans des petites maisons, ne pourront plus être efficientes devant les perturbations météorologiques qui ne feront que devenir plus fréquentes et plus dévastatrices. Ça, c'est pour les changements. Et sans compter que la Terre elle-même doit se reposer. Donc, d'une façon très brièvement, là, j'ai ramené mon deuxième argument, je l'ai inséré dans le corps de mon argumentation. Pourquoi? Parce que ça ne change rien. L'argumentation, elle est fluide. Quand elle est fluide, je ne fais qu'ajouter un argument, mais il ne peut pas venir contredire ce que j'ai dit. Sinon, ça voudrait dire que mon argumentaire n'est pas bon. Vous comprenez? Fait que c'est simple comme ça. Fait que, et voilà, l'ouverture reste la même. Dans ces circonstances, l'humain doit se remettre en question. Plus précisément, il doit remettre en question son approche industrielle de la culture de la terre. Rappelons-nous, nos ancêtres connaissaient la culture des terres en cherchant. Alors voilà, c'est ce qui clôt vraiment ce qui touche la structure de la lettre d'opinion. Si on me demandait aussi combien de mots que ça fait, on va le regarder comme ça, ici. Combien de mots? Donc, nous avons 702 mots. 702 mots. Là, j'entends beaucoup d'objections de la part d'élèves ou de professeurs ou d'orthopédagogues ou quoi que ce soit. Il faut absolument que je vous dise que oui, c'est 500 mots, mais quand un élève fait plus de mots, ce n'est pas grave du point de vue de la correction au ministère, au contraire. Pourquoi? Parce que comme l'évaluation doit être équitable, le ministère doit prendre en considération qu'il existe des écoles privées ou des écoles aussi à concentration particulière, notamment ceux qui sont au BI, et donc qui sont habitués d'écrire des textes de 900 mots, voire plus. Et le fait d'écrire plus de mots
il y a un sophisme dans la société qui dit que plus qu'on écrit de mots, plus qu'on va faire de fautes. Ce n'est pas vrai. Je vous montre ici une explication que je pourrais démontrer ultimement via un texte d'élève. C'est que ça, c'est la grille que j'ai synthétisée. Vous pouvez la retrouver là, dans le document que j'avais présenté dans mon didacticiel. Vous le retrouverez là, dans le document sur l'épreuve unique au ministère. Donc, c'est l'évaluation de la grille que j'ai schématisée comme ceci. Je vais la présenter mieux dans ma capsule suivante quand je vais parler des textes d'élèves précis. Mais sinon, le critère 5, qui est le critère de l'orthographe, qui est celui qui fait le plus mal la plupart du temps, donc, on calcule ça en pourcentage de nombre d'erreurs. Et donc, un élève qui a fait un élève qui ferait un texte de 80 mots, de 100, de 150, de 300, de 500 mots, fera toujours le même nombre de pourcentage de nombre d'erreurs tant qu'il n'aura pas, comment je dirais ça, guéri le type d'erreur qu'il fait. Donc, ce n'est pas vrai que quand on fait plus de mots, on fait plus d'erreurs. Je vous le démontrerai dans une capsule juste précisément sur la question de l'orthographe. Mais fait que ça clôt le sophisme qui dit que plus qu'on fait de mots, plus qu'on fait d'erreurs. Sinon, quand on fait 702 mots, il n'y a pas à dire que quand on regarde le texte que j'ai écrit, que là, c'est moi, c'est sûr que c'est un adulte, il est beaucoup plus articulé, il y a beaucoup plus de précision. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de mots. OK? Des fois, c'est vrai, c'est arrivé que les élèves font plus de mots qu'ils disent rien. Mais je dirais que d'un point de vue proportionnel, j'ai plutôt vu l'inverse. La plupart des élèves qui faisaient plus de mots avaient une explication plus sophistiquée, plus exhaustive, devrais-je plutôt dire. Donc, c'est ce qui clôt en ce qui a trait la structure de la lettre d'opinion. Dans la prochaine vidéo, je vais vraiment là, y aller plutôt dans le concret avec des textes d'élèves. Et dans une des dernières vidéos, je vous démontrerai la question du nombre de mots versus le nombre d'erreurs. Alors voilà.